Chine livre à l'Iran du matériel de défense anti-aérien, mes amis. Ils sont mieux équipés que jamais. Et si le conflit reprend avec les Américains, je peux vous dire qu'il y a du F-35 qui va pleuvoir. Mais c'est très sérieux, mes amis. C'est les services de renseignement américains eux-mêmes qui nous disent que les Chinois sont en train de livrer du matériel de défense anti-aérien. C'est d'ailleurs commenté par CNN directement à Téhéran. Cela veut donc dire que les Iraniens sont en train de se préparer à une reprise du conflit. Alors très concrètement, ce que reçoit Téhéran, c'est ce qu'on appelle des manpads, c'est-à-dire du matériel défensif anti-aérien portatif, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer, et c'est extrêmement efficace contre les avions à basse altitude. Vous vous rappelez là tous les hélicoptères et les avions qui sont tombés? Bah c'est typiquement grâce à des manpads. Et les Américains, ils avaient prévenu les Chinois, ils avaient dit si vous livrez ce genre de matériel, nous on va se fâcher tous, hein. Et finalement, on a plein d'avions qui partent de Shanghai pour rejoindre Téhéran, comme par exemple ce W576 qui appartient à une compagnie privée iranienne. Cela veut donc dire que les Américains ont beau menacer, ils ont été vaincus par l'Iran et ils seront vaincus une nouvelle fois s'ils recommencent ce conflit, mes amis. Et notamment grâce aux Chinois. Bon courage aux Iraniens qui vont survivre. Collègues, l'Iran se trouve aujourd'hui au milieu des affres d'une guerre illégale imposée par deux régimes intimidateurs dotés de l'arme nucléaire, les États-Unis et Israël. Cette guerre d'agression est manifestement injustifiée et brutale. Ils ont initié cette attaque, cette agression, le 28 février, alors que l'Iran et les États-Unis étaient engagés dans un processus diplomatique pour résoudre les préoccupations supposées des Américains concernant le programme nucléaire iranien. Ils ont trahi la diplomatie pour la deuxième fois en 9 mois, en torpillant la table des négociations. Parmi les manifestations les plus atroces de cette agression figure l'assaut calculé et progressif contre l'école élémentaire Shajaret Taïbeh, dans la ville de Minab, au sud de l'Iran, où plus de 175 élèves et enseignants ont été massacrés de sang-froid. Cette attaque barbare n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus grand. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran est d'une extrême gravité et on est mal informé. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui se passe vraiment. Officiellement, cette guerre, c'est pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et c'est le discours des États-Unis et d'Israël. Il faudrait intervenir pour éviter une menace. Mais ça, c'est la version officielle. La réalité est plus simple, mais surtout beaucoup plus dérangeante. L'Iran, c'est un pays qui échappe à l'influence américaine, qui s'oppose à Israël et qui contrôle une zone stratégique pour le pétrole mondial, le détroit d'Ormuz. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement le nucléaire, c'est qui contrôle la région et qui décide de l'ordre mondial. En réponse, l'Iran tire des missiles sur Israël et sur des bases américaines dans toute la région. On est déjà dans une guerre réelle, avec des milliers de morts et un conflit qui s'étend de plus en plus. Il faut bien comprendre le niveau de violence politique. Donald Trump a justifié cette guerre en affirmant qu'il fallait frapper l'Iran avant que l'Iran ne domine la région. Autrement dit, on frappe d'abord, on explique après. Mais cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. On parle de troisième guerre du Golfe parce que cette région, elle est en guerre depuis des décennies. Petit rappel historique, dans les années 80, on a eu la guerre Iran-Irak. Dans les années 90 et 2000, on a eu les fameuses interventions américaines massives en Irak. Et à chaque fois, ce sont les mêmes logiques. Puissance, contrôle, influence. Et les États-Unis sont une puissance profondément militaire. Ils interviennent régulièrement à l'étranger pour défendre leurs propres intérêts. Et Israël est leur allié stratégique dans la région. Donc quand Israël est en conflit, les États-Unis sont engagés. Et aujourd'hui, cette alliance, elle vient structurer toute la guerre. Regardez aussi les noms qu'ils ont donnés aux opérations. Pour Israël, c'est l'opération Lion Rugissant. Et pour les États-Unis, c'est la Fureur épique. On dirait des noms de films. Ce langage transforme la guerre en spectacle, en récit héroïque, alors qu'en réalité, ce sont des bombardements. C'est ce qu'on appelle le cadrage. La manière de raconter une guerre fait oublier ce qu'elle est vraiment. Et il y a un autre problème, les images nous éloignent. On regarde la guerre sur un écran, à des milliers de kilomètres. Ça devient presque abstrait. Mais pour ceux qui vivent là-bas, en Iran, ce n'est pas une image, c'est leur vie qui s'effondre. Et il faut le dire clairement, faire la guerre, c'est mal.
Ce n'est pas une stratégie normale. Ce n'est pas une solution. Le déclenchement d'une guerre, c'est toujours un échec. Un échec politique, un échec humain. Et pourtant, on nous raconte la guerre comme un feuilleton. Qui attaque? Qui répond? Mais presque jamais qui décide? Pourquoi? Et comment on aurait pu l'éviter? Ce que vous voyez aujourd'hui en Iran, ce n'est pas une guerre qui commence. C'est un système. Un système où la guerre devient normale. Alors qu'elle ne devrait jamais l'être. Si tu veux plus d'informations de décryptage dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Miss Info. Alerte info du 12 avril qui vient de tomber, les Américains repartent du Pakistan sans aucun accord avec l'Iran. Donc la guerre va repartir les amis. Alors J.D. Vance vient de nous annoncer qu'aucun accord n'a été trouvé entre les Américains et les Iraniens. Il y a trop de désaccords, aucun accord ne sera trouvé et J.D. Vance est venu expliquer que c'était dommageable pour l'Iran. Donc ce cessez-le-feu, parce que ils appellent ça un cessez-le-feu, mais quand on voit qu'Israël est encore en train de tuer des Libanais, on n'est absolument pas sur un cessez-le-feu, va prendre fin très vite, sachant qu'il n'y a aucun accord et qu'apparemment les discussions sont complètement dramatiques des deux côtés. C'est-à-dire que l'Iran ne fera aucun effort, les Américains apparemment ne veulent pas en faire non plus. C'est là qu'on voit quand Trump vient nous raconter qu'il est en train de gagner la guerre, qu'il gagne absolument rien parce que les Iraniens ne se mettront pas à genoux devant les Américains. Mais les amis, c'est pas le plus grave, c'est qu'on pourrait ressortir en gros de ces négociations avec une situation pire que celle que nous avons vécue pendant le mois de mars, tout simplement car le renseignement américain nous a appris hier que la Chine était en train de faire parvenir des missiles anti-aériens donc à l'Iran. Et qu'on pourrait se retrouver à la suite de la reprise des hostilités entre les deux pays avec des armes de défense chinoises qui, en gros, se battraient avec des armes américaines. Donald Trump a prévenu que si la Chine se permettait de faire ça, que ça allait très très mal se passer pour la Chine. Je pense que les Chinois ont très peur, vu l'énorme résultat que déjà les Américains ont eu avec l'Iran. J'aimerais bien les voir se fight directement avec la Chine. Donc ça, c'est pour les informations, l'information principale du 12 avril. Donc sachez que là, il n'y a aucun accord, qu'on est carrément dans un cul-de-sac. Là, on voit que même les discussions n'avancent absolument pas. Les Américains sont venus raconter hier que le détroit d'Ormuz avait été rouvert partiellement, ce qui a été complètement démenti par l'Iran. L'Iran, de son côté, est venu nous expliquer que des avoirs qui avaient été gelés avaient été débloqués, démentis par Washington directement derrière. Donc en gros, il y a de l'intox des deux côtés. En tout cas, on n'avance pas, et qui dit qu'on n'avance pas veut dire qu'il y a encore des gens qui vont mourir derrière, que ce soit des Libanais, que ce soit des Iraniens, des gens qui n'ont rien demandé à personne, parce que là, à mon avis, on est reparti de plus belle dans cette guerre. Je pense que le cessez-le-feu de 15 jours va vite s'estomper, les amis. Encore une fois, je dis cessez-le-feu, mais il n'y en a jamais eu. Ils se sont juste laissé un petit temps de répit entre les deux pays, où le Liban n'a absolument pas été invité dans la fin de ces hostilités de guerre. Et j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Là, on est dimanche. Demain, va y avoir une ouverture, encore une fois, des marchés avec un prix du pétrole qui risque de bondir, sachant que là, J.D. Vance, il est rentré aux États-Unis, ce qui fait que les négociations, pour l'instant, elles sont complètement interrompues. Ils annoncent qu'ils reprendront des négociations, mais ils savent pas quand. Donc bon, écoutez, on verra bien quand est-ce que ça reprendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça va se refoutre sur la gueule dans les jours qui viennent. Et que cette guerre, qui a été complètement provoquée par les Américains, pourrait encore durer plusieurs mois à ce rythme-là. Assalamu alaikum. On est au jour 44 de la fameuse guerre entre l'Iran et l'Amérique. Donc hier nuit, les négociations ont foiré. Ça, tout le monde le savait. Aujourd'hui, Trump, le génie des stratèges, est venu avec une nouvelle stratégie. Il va bloquer le strait de Hormuz, qui est déjà bloqué par l'Iran. Donc, on va suivre ce beau déroulement du blocage du blocage. On va voir qu'est-ce que ça va donner, un blocage du blocage. Voilà. Axel, on le disait il y a un instant, ça y est, Donald Trump a pris la parole. On scrutait avec attention ses prochaines déclarations et visiblement, il n'est pas content. Non, il n'est pas content de l'échec de ces négociations et ça se voit à travers 2 messages envoyés sur son réseau social Truth, 2 très longs messages dans lesquels Donald Trump semble très mécontent du fait que
les Iraniens sont, selon lui, pas du tout prêts à abandonner leurs ambitions nucléaires. Il dit que pourtant le reste des négociations se sont très bien passées, mais il annonce effectivement le blocus naval du détroit d'Ormuz avec l'impossibilité pour les navires de passer, notamment pour ceux qui ont payé cette taxe jugée illégale par Donald Trump et imposée par l'Iran. C'est une solution qui était envisagée, ce blocus naval. Il avait d'ailleurs partagé il y a quelques heures un autre article sur cette possibilité, estimant que c'était une bonne possibilité, mais elle contient aussi des risques, notamment elle expose les bâtiments de guerre américains à une possible riposte, à de possibles représailles iraniennes. En tout cas, Donald Trump va aussi s'exprimer cette fois-ci lors d'un entretien avec la chaîne Fox News. Ce sera tout à l'heure à partir de 16h heure française et il probablement donnera un peu plus de détails sur ce blocus naval et sur ces négociations qui ont été un échec et à la suite desquelles il n'est vraiment pas content contre le comportement de l'Iran qui, encore une fois, selon lui, refuse d'abandonner toute ambition dans le nucléaire. Merci beaucoup Axel Monnier en direct de Washington pour BFM TV pour les dernières informations. Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses informations qui viennent d'être données par Donald Trump dans ces 2 messages qu'il vient de poster sur son réseau social Truth. Deux longs messages, Général Pellistrandi, avec beaucoup d'informations. D'abord, il ordonne un blocus maritime. C'est ce qui avait déjà fuité dans la presse américaine depuis hier. Ils veulent bloquer le détroit, on va le bloquer nous aussi. Il ordonne aussi à sa marine d'aller intercepter les bateaux qui rentreraient dans le jeu de l'Iran, c'est-à-dire qui paieraient un péage pour s'en sortir. Très concrètement, comment il peut faire ça ? Demain à 10h, heure de la côte est américaine, le commandement central américain, le CENTCOM, active un blocus total. Tout navire entrant ou sortant des ports iraniens sera intercepté. Voilà comment on en est arrivé là. J.D. Vance était en négociation avec l'Iran cette semaine, il avait mis sur la table une offre finale. Arrêt total de l'enrichissement d'uranium, démantèlement des principales installations nucléaires, récupération des stocks hautement enrichis, fin du financement du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, et ouverture complète du détroit d'Ormuz sans droit de passage. En échange, un cadre élargi de sécurité et de désescalade, incluant les alliés régionaux. L'Iran a dit non. Le président du Parlement iranien Mohamed Ghalibaf a été clair. Les menaces n'ont aucun effet sur l'Iran. Il a rappelé que le pays a tenu pendant 47 ans face aux pressions militaires, économiques et politiques. Et il a prévenu. Toute nouvelle démonstration de force américaine entraînerait une réponse encore plus forte. Résultat, côté israélien, l'armée a été placée en état d'alerte immédiate. Un haut responsable sécuritaire a confirmé qu'Israël souhaite reprendre la guerre contre l'Iran et attend uniquement une décision de Donald Trump. 2 positions irréconciliables, un blocus qui commence dans quelques heures, la suite se joue maintenant. Et là, oui, je suis très heureuse de recevoir Serge Ghazi. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, journaliste franco-iranien, correspondant de guerre, comme je le rappelle souvent pour France 24, RFI aussi et d'autres journaux. Merci encore d'être en direct sur Toxin. Et alors, j'imagine que la nuit a dû être tendue pour vous, évidemment, puisque nous étions quittés sous les menaces de Donald Trump, menaces particulièrement virulentes, hein, où certains parlaient même de l'envoi de bombes nucléaires sur les terres iraniennes. Et puis ce cessez-le-feu qui est arrivé plus tard dans la soirée. Donc les 2 pays se sont accordés sur un cessez-le-feu de 2 semaines pour le moment, visiblement sur la base du plan de 10 points présenté par le régime iranien. Alors d'abord, quelles sont les nouvelles de votre côté? Comment avez-vous passé ces dernières heures? Et puis comment réagissez-vous à ce cessez-le-feu, évidemment? Et puis comment les autorités ont-elles annoncé cela? On va écouter, hein. Alors, le tweet de Donald Trump a été publié vers 2h du matin ici. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues, des gens qui... Donc, c'est Donald Trump d'abord qui en fait un tweet. Donc, écoutons-le. Ils descendent chaque nuit depuis 38 jours, 38 nuits pour se mobilisent pour soutenir le pouvoir, dénoncer les frappes américaines et israéliennes. Et donc ils ont appris ce cessez-le-feu avec ce tweet qui a été publié immédiatement par les médias iraniens. Au départ, pour tous ces gens-là qui avaient formé une chaîne humaine sur le quartier, en province, sur les ponts, autour des
centrale électrique. Alors, exactement. Ça a été la surprise. Beaucoup ne comprenaient pas. Et puis, quelques minutes plus tard, environ 15 minutes plus tard, est tombé le communiqué officiel du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui est la plus haute instance politique du pays. Vous avez entendu. Dont les décisions doivent être validées par le guide suprême iranien. Et donc, dans ce communiqué, ce Conseil suprême qui regroupe tous les hauts responsables politiques et militaires iraniens a félicité le peuple iranien pour une grande victoire sur les États-Unis et Israël, en annonçant qu'il y aura donc à partir de vendredi des négociations sur la base du plan en 10 points de l'Iran, un plan qui avait été présenté aux Américains il y a environ une semaine de cela, lorsque par l'intermédiaire du Pakistan, ce plan est très détaillé, donc on peut l'expliquer un peu plus tard. Ce conseil, dans le communiqué du conseil, on demande à la population de rester mobilisée parce que l'affaire n'est pas terminée, parce qu'il faut maintenant des négociations pour finaliser cet accord de paix, les autorités ont demandé à la population de rester dans la rue, de descendre toujours dans la rue, pour soutenir le pouvoir, pour que d'ici 2 semaines ou peut-être un peu plus tard, il y a un accord de paix définitif entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Okay. Alors, vous avez parlé de ce plan en 10 points. Je l'ai cité. Les 10 points garantit que l'Iran ne sera plus attaqué, fin permanente de la guerre et pas seulement cesser le feu, fin des frappes israéliennes, enlevé de toutes les sanctions américaines contre l'Iran, ça c'est fondamental, fin de tous les combats régionaux contre les alliés de l'Iran. L'Iran ouvrirait donc, dans ces points-là le détroit d'Ormuz. L'Iran imposerait un péage d'Ormuz de $2 millions par navire. Visiblement, ça aussi c'est vraiment accordé par les États-Unis. Ça aussi c'est considérable. Hein, ça apporterait un flux de revenus considérable à l'Iran, parce que c'est quand même 20% de la population qui transite par ces eaux. L'Iran fournirait des règles pour un passage sûr à travers Ormuz. On va revenir sur le passage du détroit, on va revenir là-dessus. Maintenant, pourquoi les États-Unis d'Amérique accepteraient le point, elle a dit tout à l'heure, ça fait 1 semaine qu'ils ont reçu ça, et les Américains ont répondu favorablement. D'abord, il y a un élément que nous tous on a vu, mais qui n'a pas été suffisamment médiatisé. L'élément c'est quoi? Et rappelez-vous, le pilote américain qui a été secouru, comment l'opération s'est déroulée? Que s'est-il réellement passé? Est-ce que le pilote a été réellement secouru tel qu'ils le disent, ou il y avait autre chose? Évidemment, il y avait dans l'opération 2 avions Hercule ont été engagés, les C-130. 2 hélicoptères Apache ont été engagés. Et quoi, il y avait 2 autres avions. Au total, il y avait 6 ou 8 avions. Moi, je veux savoir, pour aller secourir un pilote, ils ont déployé tout ça. Mais alors, ils étaient à des centaines de kilomètres du lieu du crash de l'avion où le pilote se serait réfugié. Mais au contraire, ils étaient à côté d'un des centres nucléaires de l'Iran. Comment on appelle à Pan, mais il y a un centre là. Donc, il faut que je vous montre ce qu'il est là, c'est important. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça parce que... Et c'est là qu'on a dit que oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo intéressante là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo sur France 24, je crois. Ben ok, c'est ici, je crois. Alors, je vais vous faire écouter ça d'abord. Bon, ok, c'est toujours la même dame, mais on va continuer ici d'abord. Et le coup Toxin avec Serge Gazi. Bonjour à vous. Merci encore de nous suivre aussi et de nous permettre d'avoir cette correspondance avec Toxin. Alors, évidemment, c'est très très riche en ce moment l'actualité en Iran. Ok. Je vais... Téhéran allait vivre un enfer. Donc voilà, ça c'était l'ambiance du... Non, du je veux pas ça. Je veux pas ça. C'est cette partie qui m'intéresse.
Ok, je vais vous montrer ça. Ils ne sont pas allés. Donne-moi une seconde, l'image est tellement intéressante. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre les images. Donne-moi une seconde, je vais vous montrer quelques images donc, qui va nous permettre à tous. Ok, ici, je préfère celle-là. On va écouter ça. On va regarder cette page. The story we've been given, it's a lie. Ok. Ça, c'est un Américain qui parle. Je vous fais écouter cet Américain-là. Évidemment, je vais faire la traduction en anglais, ne vous en faites pas. On va revenir sur ça rapidement. Voilà. Ok, c'est ça qu'on va écouter. On several fronts. What that F-15 was doing up in that area, what was its mission? I think it was involved in preparation for a ground attack on the Natal. Il dit le F-15 qui a été abattu. Qu'est-ce que le F-15 faisait dans cette localité précise? C'est un ancien analyste de la CIA. Donc, c'est un ancien du renseignement américain. Il sait de quoi il parle. Je parle de lui, le monsieur qui est là. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Donc, les gens préparaient une intervention terrestre. Et le F-15 était là-bas en reconnaissance pour préparer le terrain parce que depuis longtemps, il y a eu des fuites selon lesquelles que des opérations, des éléments des forces spéciales se préparaient pour faire une infiltration pour aller récupérer les 400 kg, je crois que c'est ça, les 400 kg d'uranium enrichi de l'Iran. Donc, l'Amérique préparait ce document, cette intervention. La raison pour laquelle les 6 généraux ont été dans la même période, à l'espace de 24 heures, ont tous été chassés du Pentagone, on les a forcés à rendre leur démission, c'est parce qu'ils ont dit, vous n'avez aucune information crédible sur le terrain. Envoyer nos hommes sur le terrain, c'est les envoyer à l'abattoir. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne connaît pas la réalité du terrain. Donc, mieux vaut ne pas le faire. Et tous ceux qui étaient opposés à l'opération, en tant qu'officiers supérieurs, et tous, on leur a demandé de prendre leur retraite anticipée. Ils étaient 6 au total, je crois. Alors, c'est ce qu'il explique ici. Nuclear reactor. So now there's lots of credible reporting that this was not a mission to save that guy, that this was what it was. It's now becoming clear that what happened in southern Iran was a botched operation carried. Et dit, les images qu'on a vues, les débris des avions qu'on a vus, visiblement, c'était pas une opération de sauvetage, c'était une opération d'infiltration, voir s'ils peuvent aller récupérer l'uranium dont il est question. Mais ce qui est intéressant, comme je ne vais pas faire tout, je ne vais pas vous permettre parce que c'est un peu long, ce qu'il faut retenir, je vais le faire un petit ramassis. Quand, d'après les informations que j'ai pu avoir accès, les Iraniens disent, il y a un premier avion qui est arrivé, le C-130, qui n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage avec goudron. Même sur la terre, l'avion la roule dessus et puis ça va. C'est un avion qui est fait pour ça. Même sur le sol, même dans le sable, l'avion là, il s'en va. Il n'a pas besoin de piste spéciale pour ça. Lui, il peut atterrir et décoller à n'importe quel moment. Donc, ils ont utilisé 2 de ces avions et les 2, chaque avion avait au total 60 éléments de force spéciaux dedans. Il y avait des hélicoptères de combat qui étaient dedans et il y avait 60 éléments, plus les avions F-16. Et bien entendu, il y a un F-35 aussi qui a été abattu. Donc, les débris qu'on a vus, ça, c'est pas les débris d'un seul avion. Les débris qu'on a vus, ce sont les débris des 2 C-130. Et puis, il y a un hélicoptère. Il y en a qui sont morts parce que j'ai écouté la télévision iranienne. L'armée iranienne dit qu'elle a perdu 9 hommes dans le combat. 9 Iraniens ont été tués. 9 militaires iraniens ont été tués dans le combat. Et il y a eu beaucoup de blessés qu'ils ont conduits dans les hôpitaux qui étaient proches. Et que l'opération a échoué parce que les Iraniens avaient déjà le renseignement que les Américains allaient intervenir. Donc les Iraniens les attendaient. Et quand
les avions ont commencé, d'après ce que il y avait un témoin là qui donnait l'info sur la télévision iranienne. Il dit il a vu les avions, il y a un premier avion qui est passé, et puis il y a un deuxième avion. Il voit que l'avion, le bruit devient. Là, ils ont commencé, lui il a vu net, il avait un Kalachnikov, il dit tout de suite il allait prendre sa Kalachnikov. Et ils ont commencé à tirer. Mais entre-temps, il y avait l'armée iranienne aussi qui était arrêtée là, avec des batteries, enfin, ces armes lourdes là. Donc le gars il était arrêté et puis il tirait. Effectivement, ça a été un échec. Et si vous me posez la question, pourquoi Donald Trump a accepté le deal? C'est la raison pour laquelle Donald a accepté le deal. Parce que Trump, si Trump avait réussi cette opération, parce que cette opération, Donald Trump, attendez, vous savez, il y a tellement de choses qui se sont déroulées en si peu de temps. Si Trump voulait jouer les durs, continuer la guerre et refuser le plan de paix de l'Iran, l'Iran allait dire, on a proposé un plan de paix que l'Amérique a refusé. Mais évidemment, Trump essaie ici de protéger son ministre, parce que le Congrès a besoin d'entendre ce ministre-là. Les Américains ont perdu beaucoup d'avions dans cette guerre. Les Américains ont perdu des radars qui coûtent des milliards de dollars. Les Américains ont perdu des bases opérationnelles dans le Golfe. Il y a des bases militaires où aucun avion ne peut atterrir ni décoller. Il y a des tanks qui ont été détruits. Il y a des magasins de logistique qui ont été détruits. Il y a des avions qui étaient sur le tarmac qui ont été détruits. Il y a des centaines de militaires américains qui ont été blessés. Et d'ailleurs, l'Iran dit que l'Amérique ment sur le nombre de morts. L'Iran dit avoir tué à peu près 250 militaires, mais l'Amérique dit 13. L'Iran dit les vrais chiffres vont sortir après, parce qu'ils savent comment ils ont frappé. Et quand les Américains, c'est pourquoi d'ailleurs, l'Iran a envoyé un message aux pays du Golfe. Dites à vos hôteliers de ne plus recevoir les militaires américains dans leurs hôtels. Sinon, vos hôtels vont devenir des cibles prioritaires. Aujourd'hui, quel est le pays au monde qui peut se lever? Quel pays, merci beaucoup à toi, non. Quel pays au monde peut se lever aujourd'hui, menacer les Américains, à détruire des bases militaires américaines, à tel point que les Américains eux-mêmes ne savent même plus où il faut aller. Il faut aller se cacher dans les hôtels. Rappelez-vous, j'avais fait un direct où j'ai dit à nos parents africains qui vont faire les affaires à Dubaï ou qui sont en Arabie Saoudite, si vous voyez qu'il y a des Américains qui sont logés dans vos hôtels, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Quittez cet hôtel, allez louer, allez quelque part d'autre. Parce que l'hôtel va devenir une cible pour l'Iran. Pourquoi j'ai fait ce direct-là? Parce que nos parents qui sont en Afrique, beaucoup m'écoutent et beaucoup savent que leurs parents sont là-bas. Donc, en laissant le message, je suis convaincu qu'ils vont dire à leurs parents, hey, hôtel où tu es là, est-ce qu'il y a Américain dedans? Si Américain, pardon, faut sortir, va chercher l'autre hôtel. Loin est là-bas. Parce que l'Iran frappe. Et jusque-là, on ne nous a pas encore dit qu'il y a un Africain qui a été touché. Mais vous pensez réellement qu'un Africain n'a pas été touché? On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, c'est ce que disent les Ivoiriens. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, il faut quitter la valeur. Après cette guerre, on fait le point. Vous allez voir que beaucoup de nos frères étaient dans les hôtels quand c'est arrivé. Quand les Iraniens ont frappé les hôtels. Je ne dis pas que forcément il y a eu des morts, mais il peut y avoir des blessés. Quand ils ont frappé les aéroports, vous allez me dire qu'il n'y avait pas d'Africains dans les aéroports. Quand les aéroports étaient frappés, il y avait des Africains. Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu d'Africains, c'est faux. Donc, la raison pour laquelle l'Amérique a accepté les cessez-le-feu, la première raison d'abord, c'est éviter la colère des Américains. On va écouter une deuxième fois ça. Out by the Trump regime, this was not about rescuing the pilot. Okay. But there's some video of all the. These are American planes, and they say we blew them up. Ourselves because ça c'est la télévision iranienne qui a publié. Take off and we didn't want to leave them our technology. So this is what victory looks like. Just to let you know, this is what winning looks like. But this ça, ce sont des blogueurs américains, ce sont des activistes américains qui sont sur YouTube. Ils disent, ok,
Voilà à quoi ressemble la victoire de Trump. Et Donald Trump, les Iraniens l'ont pris dans son propre jeu. Comme il aime se faire voir, il aime se pavaner sur les réseaux, il aime se vanter, les Iraniens ont décidé quoi? Les Iraniens ont décidé. Donc chaque fois que les Iraniens ont une opportunité, pas publique, Al Jazeera prend, les chaînes de télévision aux États-Unis qui combattent le régime de Trump, eux aussi ils en font leurs affaires. Donc Trump est acculé de partout. Mais attention, je n'ai pas terminé. Le direct n'a même pas encore commencé. Subhanallah, toi tu es menteur. Alors, les monarques, les pays du pétrodollar, les pays du Golfe, ils n'arrivent plus à vendre leur pétrole. Or, ce sont des dépensiers. C'est les babas Poponampou qui aiment donner l'argent. Donc, non? Ok. Donc, le régime iranien impose sa volonté. Le régime iranien dicte sa loi. Le régime iranien dit, voilà ce que je veux. Aujourd'hui, les monarchies du Golfe n'arrivent même plus à vendre une goutte de pétrole. Donc leur économie est en souffrance. Alors que si ça va chez eux, ça va chez les Américains. Tant que eux, ils ont l'argent, tant qu'ils vendent, les Américains n'ont aucun problème. Mais voilà, du coup, eux ne vendent rien. Les Américains ont quoi? Les Américains ont déchiré le problème. Donc, la puissance tant vantée de l'Amérique a pris un coup. 2, les monarchies du Golfe n'arrivent plus à vendre. 3, le coût à la pompe, du carburant à la pompe est en train de monter aux États-Unis. L'inflation, la manipulation, la hausse des prix, il ne peut plus contrôler. Donc, que fait Trump? Il cherche une porte de sortie. J'ai vu quelqu'un comme ça qui est venu dire, c'est pas Donald Trump qui décide quand la guerre va finir, ce n'est même pas l'Iran, c'est ceux qui détiennent les capitaux. Je dis, ceux qui détiennent les capitaux, je dis d'accord, on va voir si c'est eux qui détiennent ou si c'est l'Iran. Maintenant, quand vous regardez là, c'est ceux qui détiennent les capitaux ou c'est l'Iran. C'est l'accord de l'Iran qui a été accepté. Alors, la question, pourquoi Trump accepterait un tel accord? Parce que Trump n'a plus l'argent pour faire la guerre. Il comptait sur les 200 milliards, on a refusé de lui donner les 200 milliards. Et s'il met à sec le stock qui atteint un seuil critique, il met la sécurité nationale dans le rouge. Et c'est pas bon pour lui en tant que président. C'est dangereux pour lui en tant que président. Voilà la réalité. Voilà. Donc Trump n'a pas le choix, il est obligé, quelque part, de faire des concessions. Mais attention, l'Iran n'est pas dupe. Si vous pensez que l'Iran va se laisser manipuler, si vous pensez que l'Iran va se laisser berner, si vous pensez que l'Iran va se... et puis laisser, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose. L'Iran sait que Trump était menteur. L'Iran sait que Trump était manipulateur. L'Iran sait que Trump ne respecte pas sa parole. Donc, en présentant le plan de paix, l'Iran reste sur ses gardes. Maintenant, est-ce que le plan de paix veut dire que les hostilités vont s'arrêter? Dans le plan de paix, l'Iran a dit que Israël doit arrêter les bombardements sur le Liban. Alors, c'est la deuxième partie que nous entamons. Pourquoi le plan de paix sera un échec? Je vais vous montrer ce que Israël a fait aujourd'hui.
Bon, attendez, hein. Ici, vous allez voir que même il y a des documents, si vous regardez ici, voilà, juste là, ici, il y a des documents, ils ont fui, les Américains ont fui et puis ils ont laissé leurs pièces derrière. Il y a beaucoup de pièces, des cartes d'identité, des cartes professionnelles, des informations. Les Américains ont fui, on ne sait pas comment ils ont fui, mais il y a certains qui ont pu, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont laissé plein de choses derrière et les Iraniens ont récupéré plein de choses qu'ils ont présentées à la télévision. Donc, comment la première puissance militaire au monde a fui? Pourquoi l'Iran a fui? Il dit pourquoi les Américains ont fui? Pourquoi la première puissance militaire mondiale fuit et laisse des documents derrière eux? Ici, je ne peux pas vous faire regarder ça, mais ça, chacun pourra retrouver ça. Allez regarder sur YouTube, je vais vous donner le... Ok, oh là là, bon, c'est en anglais, c'est pas grave, mais allez-y seulement sur la Deep Black America. Enfin, mettez n'importe quoi, vous allez retrouver les images. Comment la première puissance militaire au monde arrive à fuir et puis laisser ses hommes derrière. Mais attention, il y a un militaire qui a été arrêté. Je crois qu'il y a un ou deux qui ont été arrêtés, ils ont présenté à la télévision iranienne. Il s'est présenté, il a donné son numéro matricule, il a donné le corps auquel il appartient à l'armée américaine, il a été attrapé. L'Iran l'a présenté à la télé. L'Iran va jamais briser les bras, mais cette partie-là, quand même, c'est un peu... vous allez voir ça, et ça c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'Israël a fait aujourd'hui au Liban. The so-called ceasefire that Donald Trump was bragging about that accepted all of Iran's 10 demands as expected is false. Alors, je vais vous faire, regardons ça rapidement. Minister of Pakistan had previously said yesterday, of course, Lebanon is included and Hezbollah is included. That was one of the 10 negotiations. C'est le bombardement le plus meurtrier depuis le 28 février 2026. Ils ont tué des centaines de femmes et d'enfants innocents. Ça, c'est eux qui appellent les autres des barbares. C'est eux qui appellent les autres des sauvages. Qui peut faire ça si ce n'est pas Israël? C'est pourquoi cette question d'Israël avec Dieu, vous pouvez me haïr et me détester, mais je crois que Dieu dira lui-même, voilà le meilleur défenseur de ma vie. Il comprend mieux. Mais vous, ça c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas prétendre être choisi de Dieu, enfant de Dieu, béni de Dieu, et commettre de telles abominations, de telles barbaries, de tels crimes. Alors cette guerre, j'ai vu la fin venir, si vous vous rappelez. Je vous avais dit, Trump n'a pas honte. Please, je vous demande pardon. Allez-y, regardez la première fois que je suis sorti. J'ai dit, Trump n'a pas honte. S'il voit que ça commence à mélanger, il va chercher une petite opportunité, puis il va dire, pour je retire tout le monde. Et là, l'Amérique est arrivée à un point où l'Amérique ne peut plus faire la guerre. C'est là que ça va devenir compliqué pour Israël. Trump dit, dans les 10 points, dans les 10 accords proposés par l'Iran, le Liban n'est pas dedans. Iran dit c'est faux. Le Hezbollah est dedans. Ce que je vous ai lu là, est-ce que le Hezbollah n'est pas dedans? Le Hezbollah est dedans. Trump dit le Liban n'est pas dedans. Benjamin Netanyahu dit le Liban n'est pas dedans. Mais Israël dit, l'Iran dit, nous allons détruire Israël s'il n'arrête pas. C'est pourquoi j'ai ri quand Trump dit on va effacer la civilisation iranienne toute une nuit. Mais toi, tu es un Donald Trump, tu es un imbécile, un petit bâtard Donald Trump. Attendez, tu crois que l'Iran, là, c'est un petit pays de 2 km², tu vas détruire? L'Iran, c'est quoi? C'est plus d'1 million de... Il faut jeter 10 bombes atomiques sur l'Iran, que Dieu nous en préserve. Tu ne vas jamais effacer la civilisation iranienne.
Mais le pays, c'est plus de 1 million de kilomètres carrés. Tu crois que c'est 2-3 bombes là qui ont fait disparaître ce pays-là? Tu es bête ou bien quoi? Mais il y a une chose que chacun doit comprendre. Israël va périr. Combien d'attaques Israël a subi? Quand ils pleurent, Dieu vient à leur secours. Mais cette fois-ci, les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'il y avait des prophètes qui étaient là pour intercéder auprès de Dieu. Des prophètes qui priaient, à qui Dieu envoyait des signes, à qui Dieu envoyait des messages. Mais nous ne sommes plus à cette époque. Cette époque est finie, terminée. Le dernier Messie, le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a plus d'autres prophètes. Peu importe ceux qui se donnent des titres, c'est leur problème. Ça ne m'intéresse pas. Ils vont se justifier devant Dieu. Il n'y aura pas de prophète pour intercéder auprès de Dieu par rapport à Israël. Israël sera détruit. L'Iran se contrôle et se maîtrise. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, par la grâce de Dieu, je n'ai pas vu physiquement. On ne m'a pas donné les informations à moi. Mais ce que Dieu me permet de voir, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me suis jamais trompé sur l'Iran. Et ce qui m'a été donné de voir, les capacités militaires de l'Iran, je vous jure au nom de Dieu, l'Iran n'a même pas, moi je vais le dire sans me vanter, l'Iran n'a même pas utilisé les 1/10 de sa capacité. Je répète, l'Iran n'a même pas utilisé les 1/10 de sa capacité. Si l'Iran veut frapper Israël avec 1% ou 2% de son arsenal, avant même de finir de couler le stock, Israël va disparaître de la carte. Un pays qui ne vaut même pas 100 000 km², est-ce que pour détruire c'est compliqué? Contrairement à un pays qui fait plus d'1 million de km², c'est là que tu te rends compte que Donald Trump est bête et idiot. Tu vas faut expliquer comment tu as détruit un pays d'1 million de km², où il y a des montagnes, où il y a des remparts, il y a des zones sécuritaires naturelles. Les montagnes, l'eau et autres. Comment tu as détruit ce pays? Il faut être bête. Mais ça se comprend puisqu'il a passé sa vie à voler et à mentir. Il pense qu'en disant ça, il va changer. Moi, depuis qu'il a dit ça, je savais que Trump était sur le point d'arrêter la guerre. Parce que je connais la psychologie de l'homme. Quand il a dit, on va détruire l'Iran, il dit, oh, c'est fini, ça c'est le message. C'est un message qu'il a envoyé. Il va arrêter la guerre. Je savais, et Dieu est témoin. Je savais et je me suis dit à la dernière minute, c'est pourquoi je ne suis pas sorti hier. Il dit, si je sors, les gens m'ont dit, monsieur est menteur. Il dit, mais je vais laisser les gens voir et puis après je vais parler. Je savais que même si ça restait une seconde des frappes, Trump va dire, quelqu'un l'a appelé. Trump va dire, il a été interpellé. Trump va dire, quelqu'un lui a dit ça. Donc, il va arrêter. Et ça, c'est Dieu m'avait dit, j'étais assis là et quand il a dit ça, j'ai commencé à risser dans mon fauteuil ici. Parce qu'il avait donné l'heure Easter Time, c'est-à-dire heure de New York. 20h. Mais Trump lui-même dit, lorsque les journalistes lui ont posé la question, pourquoi tu n'as pas informé tes alliés de l'OTAN, tes alliés dans le G7? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la surprise est la meilleure façon de combattre l'ennemi. Mais lui, monsieur, non, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Attends, non, c'est... Ok. Simpore, c'est Simpara ou bien Simpore? Simpore. Bah, Simpore, ok, d'accord. Excuse-moi, je suis en train de corser ton nom. Ceux qui sont dans Facebook, YouTube, attendez, pardonnez. Arrêtez d'écrire. Le commentaire, donne-moi une seconde. Facebook, YouTube, une seconde. Tout le monde, pardon. Alors, ceux qui vont m'insulter, ils sont libres. Il a dit, quand la première ministre du Japon était à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, j'ai suivi la conférence de presse. Et souvent, quand il se plaint, il dit, toi, tout tes trucs là, c'est en anglais seulement. Il dit, c'est là que je vais apprendre beaucoup. Et un journaliste lui a posé la question, devant la première ministre du Japon, pourquoi tu n'as pas informé tes alliés?
Et puis regarde la première ministre. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre ça? Le Japon, quand le Japon nous a attaqués, c'était pas surprise. Donc la surprise est la meilleure arme. Mais attends, un président qui vous dit ça. Et puis c'est lui qui sort maintenant. Je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Où est la surprise? Quand tu dis je vais faire ça, et qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran demandait à la population d'aller former un corridor humain autour de tous les sites. Est-ce que Trump pouvait frapper encore? Donc Trump même donnait à l'Iran l'information. Donc l'effet de surprise et l'effet dévastateur a disparu. Tout a disparu. Puisque maintenant l'Iran demande au peuple, et c'est ce que les Iraniens font. Ils se réveillent, ils se relèvent, comme nos frères du Burkina l'ont fait. Bravo aux Hawaïens qui protestent, quand ils entendent qu'il y a quelque chose, tout de suite, toute la capitale se trouve tout de suite devant le palais, c'est Siam, non? Devant le palais où se trouve Ibrahim. Tous les Burkinabés sont là-bas pour le protéger. Donc, c'est la même stratégie en Iran. Trump même a dit, Trump, il est bête, mais il n'est pas aussi bête que ça. Donc, quand on parlait là, il disait aux Iraniens, si je ne fais pas ça, mon nom est gâté. Mais je fais ça, vous aussi, écoutez ce que je dis, et puis protégez-vous. Envoyez les gens comme ça, je n'ai pas fait. C'est comme ça que Trump faisait. Il donne l'information. C'est lui qui dit, la surprise est la meilleure arme. Mais si tu es d'accord avec la surprise, pourquoi maintenant tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça? Il informait les Iraniens qui ont compris le message, et on dit aux Iraniens, allez-y tous, et tous les Iraniens sortent tous les jours. Vous avez entendu tout à l'heure, le monsieur, il dit tous les Iraniens sortent tous les jours pour aller sur les différents sites pour les protéger contre les frappes. Est-ce que Trump est fou pour aller bombarder un site où il y a des hommes là-bas? Même s'il est bête, comment est-ce qu'il va faire ça? Il ne sera jamais pardonné aux États-Unis, ils vont le destituer tout de suite, ils vont dire qu'il est mentalement instable. Sinon, aucun homme normal ne peut faire ça. La population va et puis tu as bombardé là-bas, mais c'est fini, tu devais être terroriste. Tu ne peux plus gouverner les États-Unis. Et c'est Trump lui-même qui donnait les armes pour l'arrêter. Trump lui-même donnait les informations à l'Iran pour le bloquer. Trump lui-même donnait les informations à l'Iran pour l'empêcher d'agir. C'est pourquoi quand il a vu ça, et puis son opération d'exfiltration a échoué tout de suite, il a considéré ce que les Iraniens ont dit. Ça faisait une semaine qu'il avait le truc. Mais le truc là, ça fait 3 jours il a échoué, il a vu que c'est fini. Donc, il dit, moi je sors. Bon, maintenant, là où ça devient intéressant, Trump ne va plus frapper. Mais Trump va essayer d'intercepter les missiles qui vont aller contre Israël. C'est comme ça que je vois. Je répète. Je ne vois pas Trump en train de frapper désormais l'Iran. Parce qu'il a dit, en tout cas, lui, il n'est plus intéressé à faire la guerre. Je crois que même aujourd'hui, il a dit, lui, il n'est plus intéressé. Par contre, ce qu'il va faire, parce que Trump aura beaucoup de choses, beaucoup de comptes à rendre, ça je vous en prie. Même s'il n'est plus président, il peut aller, on avait Bill Clinton avec Hillary Clinton qui ont été appelés, ils ont été convoqués par comment on appelle ça? La commission c'est ça, justice, non? Du Sénat. Ils sont allés parler. Donc, à tout moment, on peut appeler Trump pour aller parler. Et Trump sait qu'il aura des explications à donner au peuple américain. Commission d'enquête, merci beaucoup. Donc, il sera forcément, même après son pouvoir, la commission d'enquête du Sénat va l'appeler pour aller lui poser des questions sur les pertes que les Américains, parce qu'ils seront obligés de dire la vérité. S'ils ne disent pas, le Sénat va engager ce qu'on appelle une enquête parlementaire. Puisque c'est le Sénat qui valide toutes les dépenses du Pentagone. Donc le Sénat va faire des enquêtes. Ils vont aller dans les différents pays, ils vont aller constater, et puis combien ils ont dépensé pour telle ou telle base, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui n'a pas été détruit. Donc forcément, le ministre de la guerre de Trump, il va se justifier. Il va se justifier, mais faites-moi confiance, après cette guerre, de toute façon, Trump a chassé les 2 femmes-là. Le gars, il est la prochaine victime. Trump va le sacrifier, parce que Trump n'a pas d'état d'âme. Il s'en fout, il va le sacrifier.
Et Trump va dire, c'est eux qui m'ont donné la mauvaise information. Effectivement, il fait partie de ceux qui ont poussé Trump avec Benjamin Netanyahu. Mais la question, quand ils vont commencer à poser la question au monsieur, c'est fini. Alors, quand tu fais une telle guerre, et aujourd'hui les Américains sont un peu énervés parce que la puissance militaire américaine vient d'être humiliée, vient d'être désacralisée, vient d'être anéantie. Les Américains ont la puissance de frappe, ça on ne peut pas nier, mais ils ne sont plus craints comme on pouvait le faire parce que ils n'ont pas été capables de protéger leurs alliés. Les pays du Golfe, vous pensez que après ça, les pays du Golfe là vont continuer à dire aux Américains de rester chez eux? Soit ils sont bêtes, soit ils sont idiots. Les pays du Golfe, à un moment donné, ils vont dire trop, c'est trop. Les pays du Golfe, non. Le pays qui a plus perdu dans tout ça, ce sont les Émirats arabes unis. Il leur appartient. Et la Turquie a aidé la Turquie. L'Iran a dit quoi? L'Iran dit, non, on ne veut plus voir de base là-bas. Bon, ils peuvent dire, bon, si vous restez là-bas, mais l'Iran va dire une seule chose, marquez ça aujourd'hui. L'Iran ne pourra pas empêcher un pays souverain d'accepter qui il veut sur son sol. L'Iran n'a pas ce droit. Il ne faut pas en se blaguer. Mais ils ont fait exprès. Ils ont mis ça dans les conditions. Pourquoi? Ils ont même énuméré ça. Ils ont dit, bon, si on ne peut pas empêcher les Américains d'aller chez vous, vous êtes souverains, nous sommes souverains. Mais comprenez une chose, si à partir de chez vous, les Américains nous attaquent, vous devenez aux belligérants. Terminé. L'Iran peut dire ça. Et il appartiendra à ces pays-là de dire que s'ils veulent attaquer l'Iran à partir de sortir du pays d'abord avant d'aller attaquer l'Iran. Donc l'Iran, en faisant ça, l'Iran veut avoir la garantie qu'aucun pays du Golfe ne va désormais servir de plateforme de déstabilisation de l'Iran. Tous les pays sont souverains. L'Iran n'a aucun droit, même si je suis iranien, je n'ai aucun droit à dire que tel ou tel pays peuvent ou ne peuvent pas s'installer militairement dans mon pays. L'Iran n'a pas ce droit. Et l'Iran ne pourra pas gagner sur ce plan du droit. Mais l'Iran le fait pour une cause, pour une bonne raison. S'ils sont là-bas, qu'ils ne nous attaquent pas à partir de chez vous, voilà là où veut en venir l'Iran. Qu'ils ne nous agressent pas à partir de chez vous. C'est ce que veut l'Iran. Bon, maintenant, la question des proxys, le Hamas et le Hezbollah. L'Iran sait que les Américains ne pourront pas contrôler Israël, mais l'Iran, désormais, veut officialiser son entrée dans la guerre pour soutenir et le Hamas et le Hezbollah. Quand l'Iran dit on ne veut pas, tout le monde sait que l'Amérique ne pourra jamais empêcher Israël de bombarder le Liban ou la Palestine. Mais cependant, Israël et l'Iran diront, d'accord, si l'Amérique ne peut pas protéger ni les Palestiniens ni les Libanais, alors désormais, nous nous associons au Hezbollah et au Hamas pour combattre Israël. Au cas où vous ne pouvez pas voir. Donc, voilà un peu les plans de négociation. Et tous ceux qui connaissent les négociations savent très bien que quand l'Iran dit ça, c'est parce que l'Iran veut intervenir. Et l'Iran sait que si elle intervient, c'est pas bon. Et les Américains savent, si l'Iran soutient, c'est pas bon. C'est pas bon pour Israël. Et l'Iran, et ce n'est pas tout. Les assassinats ciblés dont l'Iran a été victime, l'Iran ne va plus jamais tolérer ça. Jamais une agression. Ils ont dit, les agressions, il faut arrêter. Désormais, vous tentez de tuer une seule personne chez nous, on va rendre la vie infernale en Israël. Donc, en fait, les différents points énumérés par l'Iran
l'objectif n'est pas d'obtenir le point de ce que dit l'accord ou la proposition, mais l'objectif c'est de dire, si on n'obtient pas ça, on se réserve le droit de faire ça. Voilà un peu, si vous voulez, l'idée centrale derrière toutes les propositions iraniennes. C'est de dire, si l'Amérique n'est pas en mesure de garantir l'application de tel ou tel point par rapport à Israël, nous nous réservons le droit de répondre avec la plus grande fermeté. Et là, le monde sera témoin. Et quand l'Iran dit encore, nous voulons un accord, que dans l'avenir, ces genres de choses ne se produiront plus. En disant ça, l'Iran ne peut pas négocier ce point avec un envoyé spécial de Donald Trump. Non, il n'est pas, officiellement, il n'est pas reconnu par le Congrès américain. Non. Donc, pour obtenir ces différents points d'accord, voilà pourquoi l'Iran exige que le vice-président soit impliqué. En d'autres termes, le vice-président sera redevable devant le Congrès ou devant, peu importe, la commission sénatoriale. Mais le vice-président sera redevable devant cette commission sénatoriale et allait s'expliquer. Donc, quand l'Iran met une personnalité aussi importante de l'administration Trump, tout de suite, l'herbe est coupée sur les pieds de Trump. Trump a compris tout de suite que la manipulation, parce que Trump voulait manipuler tout le monde, faire sa volonté sans être redevable devant le Sénat. Ce que les Iraniens ont compris tout de suite. Parce que moi, quand j'ai vu Trump, son envoyé spécial, et puis son beau-fils, j'ai dit, mais pourquoi les Iraniens ont... La première réflexion que j'ai eue, j'ai dit, mais pourquoi les Iraniens ont accepté ça? C'était ma première réflexion. J'ai dit, les Iraniens vont se faire baiser, excusez-moi l'expression, c'est un peu léger. J'ai dit, mais les Iraniens vont se faire doubler par Trump. J'ai dit, les Iraniens vont se faire taper par Trump. J'ai dit, si les Iraniens rentrent dedans, ils sont doublés, c'est fini pour eux. Quand j'ai vu que c'est telle ou telle personne qui allait négocier avec les Iraniens, j'ai dit, oh, les Iraniens vont se faire taper tout de suite. Ils n'auraient jamais dû accepter ça. J'ai dit, les Iraniens n'auraient jamais dû accepter. Bon, et puis on a vu. Les Iraniens n'auraient pas dû accepter. Mais c'est pourquoi les Iraniens ont compris. Ils disent, cette fois-ci, on ne veut pas négocier ni avec ton beau-fils, ni avec ton envoyé spécial. Mais on veut négocier directement avec le vice-président, à prendre ou à laisser. Et là, maintenant, l'administration de Trump est directement impliquée. Parce que Trump, il a la façon de faire les choses comme s'il gère son entreprise. Contourner les procédures, contourner la Constitution. Et les gens ont compris. Alors, Israël a violé le traité de 2 semaines en attaquant le Liban. Pourquoi Israël a frappé le Liban? Et moi, je peux même dire, est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'endormir l'Iran les premières heures? Parce que c'était une des frappes les plus importantes. Et ils ont tué. Ils ont beaucoup tué aujourd'hui. Je me suis posé la question, pourquoi? Je pense que il est important de réfléchir sur un certain nombre de choses. Mais Dieu merci, les Iraniens ont compris, j'espère qu'ils vont se ressaisir parce qu'ils ont fermé, j'allais oublier, ils ont fermé le détroit. Ils disent qu'ils ne vont pas ouvrir. Bon, les 2 millions dont on parle, c'est parce que ils ont dit chaque baril de pétrole, on va prendre $2 dessus. $2 symboliques. Donc au total, ça dépendra de la capacité du bateau. Ça partira entre 1 million de dollars à 2 millions de dollars par bateau. Comme maintenant qu'ils ont fermé, mais ils disent qu'ils vont répondre. L'Iran dit qu'ils vont répondre. Alors, mais je ne crois pas que Trump va se rejeter dans la guerre. Alors la conclusion, c'est celle-ci.
Trump cherchait une voie de sortie. Trump voulait sortir la tête haute, pas humilié, même si la défaite est là. Et Trump, c'est quelqu'un qui est bête. Vous le dites vous-même. Maintenant que Trump a trouvé une porte de sortie, Trump ne va jamais fermer cette porte de sortie. Maintenant, Israël sera seul face à son destin. Les Américains verront dans la mesure d'intercepter certains missiles, s'ils peuvent le faire, avec l'aide de peut-être de certains partenaires, français, britanniques, autres. Peut-être. Mais dire que les Américains vont se lever ou aller bombarder, bon, c'est le choix. Est-ce qu'il peut supporter ça? Parce que Trump peut être bête n'importe comment, mais quand même, la réalité est là, et les gens le disent. Et surtout, les propos qui sont sortis de sa bouche, les gens lui ont dit clairement, tu le fais, c'est un crime de guerre, tu fais ça, on va te destituer. Même des républicains ont dit, tu bombardes des sites civils, tel que tu l'as dit, on va te destituer. Et donc, dans son propre camp, il avait reçu les menaces claires. Même les fervents supporters de Trump lui ont dit, tu fais ça, on va te destituer. On ne peut pas accepter ça. Parce que la présidence, tu vas salir l'image de la présidence. Et ça va nous prendre des années, voire peut-être des siècles, pour nettoyer et restaurer l'image de la présidence américaine. Et les Américains sont conscients que Trump est en train de détruire l'image de la présidence américaine. Et ça fait mal aux Américains. Donc les gens lui ont dit, tu as le choix. Et moi, je m'attendais beaucoup plus à une ordonnance ou à une décision de justice pour empêcher Trump de faire ce qu'il a voulu. C'est à ça que je pensais plus. Peut-être qu'ils vont saisir la justice pour bloquer l'exécution de son programme. Je ne sais pas. Donc, une chose est certaine, Trump a de sérieux problèmes aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va finir pour lui. Mais, est-ce qu'il va accepter de faire une guerre où il a déjà beaucoup trop perdu, où il n'y a même pas de plan de sortie? Voilà la Turquie, l'Égypte et le Pakistan qui lui donnent une porte de sortie honorable, où il peut faire la grande gueule. Mais Israël passe dans le dos de Trump et puis bombarde. L'Iran ne peut pas accepter ça. L'Iran va agir. Et pourquoi Israël a fait ça aussi? Bon, je ne vais pas être trop long. On a déjà tout ce qu'on a fait. Alors, parce que la simple raison pourquoi Israël a fait ça, parce que le Hezbollah a commencé à détruire et à décimer sérieusement l'armée israélienne. Donc, quand l'Iran a accepté le cessez-le-feu, donc ils ont réorienté toutes leurs forces sur le Liban. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi tout le monde dit que ça a été l'une des frappes les plus importantes que Israël ait fait. Mais pourquoi? Parce que quand l'Iran a dit d'accord, donc tout de suite, ils se sont orientés vers le Liban pour faire le maximum de dégâts avant de dire on se retire. Mais bon, je ne sais pas si l'Iran a frappé, je n'ai pas encore eu les images, mais je crois que l'Iran va réagir. L'Iran va réagir et l'Iran ne va pas cautionner ça. Parce que le Hezbollah avait commencé à détruire les blindés israéliens. Ils ont commencé à les abattre. En tout cas, ils n'arrivaient plus à faire de percées. Ça, au moins, c'était certain. Le Hezbollah avait commencé à tuer plein de soldats israéliens. Je crois que c'est ce qui les a énervés. Et puis, moi, je pense que c'est lâche. Vous prenez un avion de guerre et puis vous allez bombarder une ville. C'est ce que je n'avais compris, quoi. Bon. Alors, on va conclure en disant ceci. Bon, ben, pour ceux qui nous ont déjà contactés par rapport à nos produits, évidemment, à la belle ivoirienne, la version préventive, vous connaissez, c'est la restauration, c'est le nettoyage, c'est la purification, le sang et tout le système pour vous donner vraiment, si je peux me permettre l'expression un peu grossière, une deuxième jeunesse pour vous permettre de tenir. Parce que souvent on dit, ah, c'est maladie de vieillesse. Moi, je ne crois pas à cette expression maladie de vieillesse.
Mais évidemment que quand tu vieillis, tu prends de l'âge, le corps aussi, les cellules vieillissent. Mais tu ne fais rien pour restaurer les cellules. Tu ne fais rien pour régénérer les cellules. Tu ne fais rien pour entretenir les cellules. Pour toi, tu t'es lavé, tu t'es pomadé, tu as mangé, c'est fini. Mais ce que tu manges là, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Donc, la belle ivoirienne préventive vient restaurer les cellules vieillissantes, régénérer, nettoyer le corps et vous permettre d'avoir vraiment cette jeunesse-là rien qu'en vous regardant. D'accord? Et ça, c'est d'abord, ça c'est la formule préventive. La formule préventive, vous pouvez l'utiliser aussi pour ceux qui font ce que vous appelez la radiothérapie, chimiothérapie par rapport au cancer. La version préventive permet d'anticiper sur un certain nombre de pathologies. Ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être, comment on appelle ça, différents types de cancers. Mais en tout cas, c'est bon. Ce qu'on peut vous dire, la version préventive, c'est ce que je conseille à tout le monde. Malade ou pas malade, vous avez besoin de ça pour restaurer tout le corps dans une vraiment dynamique, dans la restauration, la purification, le nettoyage, et puis de renforcer la capacité fonctionnelle de votre système immunitaire et de base. Mais là, au niveau de la belle ivoirienne curative, vous avez différentes formes, c'est-à-dire la belle ivoirienne pour le cancer, pour le diabète, pour l'hypertension, hernie discale, arthrose, drépanocytose, insuffisance rénale, d'accord, le diabète, tous les types de diabète. Vous avez la sécheresse au niveau des femmes, vous avez les pertes, infections au niveau des femmes, vous avez les hommes aussi, vous avez le troisième pied qui n'est pas compétent, qui dort, qui vomit vite, qui n'est pas en forme. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, la version curative est beaucoup plus renforcée, beaucoup plus efficace. Et nous ne prétendons pas pouvoir sauver tout le monde, mais nous avons quand même, à la date d'aujourd'hui, près de 95-90% de taux de satisfaction, taux de guérison. Donc, si vous êtes intéressé une fois de plus, le numéro, je vais le donner tout à l'heure, c'est le 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88. Si vous avez des problèmes d'insomnie, de courbature, de douleurs qui ne finissent pas, c'est ça qui est là. Lui, on le prend seulement au coucher avec un peu de lait, et puis ça vous met vraiment, vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes évolué, vous êtes plus en forme, plus rayonnant, avec un visage encore beaucoup plus joyeux. Donc, si vous êtes intéressé, nous ne prétendons pas tout connaître, je suis ni marabout, ni charlatan, ni guérisseur. Mais c'est avec les plantes que nous travaillons. Et les produits que nous vendons, ce n'est pas des produits liquides, tout est comme ça, c'est en poudre. Évidemment, l'emballage, c'est pas ça, hein. L'emballage est là-bas. Alors, ceux qui ont déjà reçu leurs produits, je vous en prie, soyez patients. Dès qu'on va conclure l'émission, je vais commencer à vous envoyer les différentes posologies. Mais avant, vous me donnez les images, les différentes captures d'écran, les photos recto verso de chaque produit. Et puis, je vérifie que c'est le bon produit. Ensuite, je vous donne la posologie. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que se présente la belle ivoirienne. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Et puis, bien entendu, l'emballage n'est pas, c'est pas ça, on ne voit pas comme ça. L'emballage est beaucoup plus différent. Donc, voilà. En tout cas, il est bon. Il n'est pas compliqué, il n'est pas amer, on ne se purge pas, il n'est pas compliqué, il se boit. Et puis, bon, les résultats sont là par la grâce de Dieu. Les résultats sont là. Donc, si vous êtes intéressé, une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.